Bonjour Eva, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J comme tous les lundis matin pour faire le point bien sûr sur l'actualité aux États-Unis et évidemment ce qui fait la une et qui inquiète c'est cette primaire démocrate de l'élection à la mairie de New York. C'est un jeune socialiste de 33 ans qui est arrivé en tête, mais c'est un soutien du BDS qui ne condamne pas non plus l'expression, la fameuse expression globalize the intifada, globaliser l'intifada. Exactement, c'est un bon résumé que vous avez fait Eva et qui fait que dans une ville qui est quand même la plus grande ville juive du monde, il faut rappeler qu'il y a 1,3 million de juifs aux États-Unis, à New York, pardon, c'est plus qu'à Tel Aviv, donc c'est la première ville juive du monde. Donc c'est vrai que ça a fait un effet de souple. Il faut savoir qu'il y a 5 millions d'électeurs à New York, il y a 1 million environ qui a voté à cette primaire et parmi ce million, vous avez 450 000 qui a voté pour Mamdani. Donc ça n'est pas marginal. Ça veut dire aussi que sa victoire, même s'il y a beaucoup plus de démocrates que de républicains, sa victoire n'est pas assurée. Mais c'est évident qu'il y a un vrai effet de souffle pour les juifs, pour beaucoup de juifs, on va dire la grande majorité. Vous avez certains qui ont voté pour lui, la grande majorité est plutôt contre lui. Et vous l'avez rappelé, vous avez des propos extrêmement durs. Je rajouterai par rapport à ce que vous avez dit, un communiqué qu'il avait fait le 8 octobre 2023, où il appelait, où en fait il critiquait l'appel en fait d'Israël à la mobilisation avant même l'entrée à Gaza, avant même, je dirais, la riposte israélienne. Vous aviez une espèce de mise en équivalence des victimes. Donc c'est vrai que ça n'est pas un candidat qui rassure, qui est extrêmement rassurant pour les juifs new-yorkais. Donc oui, c'est un vrai effet de choc. Effet de choc, Sébastien Lévy, justement, est-ce que les Juifs à New York ont peur et y a-t-il des réactions, notamment des organisations juives par rapport à cette primaire démocrate? Parce qu'il faut le préciser, c'est pas encore le maire de New York, c'est la primaire démocrate pour postuler à la mairie de New York. Exactement, mais c'est vrai qu'historiquement, quand vous remportez la primaire démocrate, normalement, vous êtes élu après. Je le dis bien normalement, parce que c'est la première fois que vous avez un candidat si extrême, et je ne parle pas nécessairement par rapport à Israël, mais si extrême, c'est un socialiste, donc ce qui aux États-Unis est quand même assez fort, même à New York. Donc pour le coup, vous avez le maire sortant qui va sans doute se présenter en tant qu'indépendant, donc rien n'est joué. Mais c'est quand même une probabilité qu'il soit élu, et donc dans les organisations juives, vous avez soit un fort rejet, soit vous avez de la prudence en disant nous attendons de tous les candidats qu'ils dénoncent de façon extrêmement nette les propos antisémites, pas uniquement l'antisémitisme, les propos qui peuvent nourrir l'antisémitisme, donc le fameux globalize the intifada. Et puis parmi les élus démocrates, donc au-delà des juifs, vous avez aussi cette même prudence. Très très peu ont véritablement appelé à voter pour Mamdani, la plupart ont félicité Mamdani sans appeler à le soutenir. Donc vous avez en tout cas un certain attentisme, et chez certaines associations juives, même les plus à gauche, vous avez encore une fois, ça va de la prudence, de la réticence au franc rejet. Vous avez eu très très peu parmi les associations juives, en tout cas pas que je l'ai vu, vous n'avez pas eu de soutien à Mamdani. Alors peut-être sans doute chez les Jewish Voice for Peace, qui sont les juifs antisionistes, mais c'est extrêmement marginal. Donc clairement, vous avez un rejet assez massif. Mais ce qui est intéressant, même si on n'a pas encore le détail des chiffres, il semble que chez les plus jeunes juifs new-yorkais, vous avez eu une certaine popularité de Mamdani, qui traduit aussi ce qu'il se passe au sein de la communauté juive américaine, où vous avez une frange, notamment chez les plus jeunes, qui est de plus en plus critique envers Israël. Sans doute on vous entend mal. Je pense que cette élection de choses au sein de la communauté. On a eu un petit problème de connexion. Sébastien Lévy, vous étiez en train de nous expliquer que ce candidat à la primaire démocrate, Mamdani, avait le soutien notamment de jeunes juifs aux États-Unis, ce qui traduisait une position de plus en plus critique par rapport à Israël. Faut souligner aussi que ce candidat, il a aussi eu des slogans, les fameux From the River to the Sea, etc. Alors, pour le coup, j'ai moins lu ça, mais a priori, le fait de ne pas condamner Globalize de Intifada, il est sans doute assez tolérant envers From the River to the Sea, mais je ne peux pas vous le confirmer. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ce que je voulais juste dire, c'est que vous avez donc une frange des juifs, notamment des jeunes juifs, qui sont extrêmement à gauche, extrêmement critiques envers Israël. Ça n'est pas la majorité des jeunes juifs, mais c'est une minorité qui n'est pas marginale, pour le coup, chez les juifs de moins de 25 ans. Donc c'est un phénomène qui est à observer. Et c'est vrai qu'il a eu une certaine popularité auprès de ces jeunes juifs, notamment new-yorkais. Absolument. Alors Israël semble faire l'unanimité, pas forcément dans le bon sens.
sens, puisque effectivement, la victoire a aussi été saluée par l'extrême droite la plus anti-Israël. Par exemple, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, qui est républicaine, mais qui fait partie de cette frange des républicains complotistes et anti-Israël. Vous savez, ça m'a fait penser à quelque chose. Alors, je veux pas tout comparer, parce que je vais pas comparer Mamdani à Rima Hassan, parce que Mamdani est quand même quelqu'un de bien plus, je dirais, recommandable que Rima Hassan. Mais ça m'a fait penser un petit peu au fait que Alain Soral, d'extrême droite, a fortement soutenu Rima Hassan. Et vous avez chez Tucker Carlson ou Marjorie Taylor Greene, vous avez raison, un soutien à ce candidat. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour ces antisionistes radicaux à l'extrême droite de dénoncer le lobby juif, le lobby sioniste, les globalistes. Donc, quand on ne veut pas dire juif, on dit sioniste ou globaliste. Et donc, vous avez le rejet notamment de ce fameux lobby sioniste qui, évidemment, fait horreur, que ce soit l'extrême gauche et l'extrême droite. Et vous avez ici une convergence qui est extrêmement problématique. Donc, c'est assez fou de voir un Tucker Carlson défendre un candidat socialiste au nom, justement, du rejet du lobby sioniste. Donc c'est vrai que ça fait assez froid dans le dos parce que Tucker Carlson, on le sait, est connu pour ses positions antisémites. Donc c'est vrai que c'est une ambiance qui est assez désagréable, on va dire. Le tout qui s'inscrit dans un contexte, on en a beaucoup parlé à cette antenne, d'explosion des actes antisémites, notamment à New York. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour la communauté juive de New York. Sébastien Lévy, on a vu le parti républicain se radicaliser avec cette frange notamment dont vous avez parlé. On a le même mouvement finalement au niveau démocrate en miroir? Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Dans les émissions dominicales politiques, vous avez en fait aujourd'hui des questions qui se posent. Est-ce que le motus operandi aujourd'hui pour contrer Trump, c'est d'avoir des gens comme Mamdani, c'est-à-dire des gens extrêmement radicaux, pas nécessairement sur Israël, mais aussi sur l'économie. C'est quelqu'un qui propose le blocage des loyers, qui propose éventuellement l'instauration de supermarchés gérés par l'État pour contrôler les prix. Vous avez l'instauration des bus gratuits, hausse des impôts. Et donc, il est possible que, je dirais, la rhétorique populiste entraîne une autre rhétorique populiste. Et il y a d'ailleurs un analyste politique, un historien extrêmement connu qui s'appelle John Mitchell, qui a dit qu'il n'est pas impossible qu'une présidence Trump donne lieu à une présidence Alessandra Ocasio-Cortez, qui est l'égérie des socialistes aux États-Unis, et donc dans une espèce de retour de balancier, donc d'un extrême à l'autre. Et donc, il n'est pas impossible que ça ait lieu. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas une bonne nouvelle pour les Juifs, américains qui, comme dans à peu près tous les autres pays du monde, ont plutôt intérêt à avoir des partis politiques assez modérés. Et lorsque vous avez aujourd'hui des mouvements de balancier possibles entre une droite dure et une gauche dure, ça n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les Juifs ici aux États-Unis. Alors, dernier point évoqué avec vous ce matin, les tweets de Donald Trump en soutien à Binyamin Netanyahou, mais là, c'est carrément par rapport à ces casseroles judiciaires, c'est-à-dire à des affaires internes en Israël. Oui, vous avez un ennemi commun des deux, c'est-à-dire que les deux n'aiment pas l'autorité judiciaire, on le sait, les deux parlent de chasse aux sorcières, witch hunt et des juges corrompus. Mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est que je pense que ça traduit surtout la volonté sincère pour le coup de Donald Trump de parvenir à un accord. On lui a dit, où il a l'impression qu'aujourd'hui Binyamin Netanyahou est fragilisé par son procès et qu'un moyen de parvenir à la fin de la guerre à Gaza et un accord régional, ce serait sans doute d'enlever cet obstacle. Donald Trump, on le sait, est quelqu'un qui aime bien foncer. Et donc il dit, vous avez là une espèce de caillou dans la chaussure, enlevons le caillou dans la chaussure et Netanyahou sera dans une position politique bien plus favorable pour négocier cet accord. Mais c'est vrai que c'est une ingérence qui est quand même assez spectaculaire. Ça n'a jamais eu lieu dans les affaires entre Israël et les États-Unis. C'est une chose de dire à Israël quoi faire, je dirais, d'un point de vue diplomatique. En revanche, là, on touche au fonctionnement de la démocratie israélienne. Et c'est vrai que c'est assez choquant. Aucun autre président ne s'est permis ça. Et je pense que ça traduit une même détestation contre Trump et Netanyahou envers l'autorité judiciaire. Et clairement, et je finirai là-dessus, clairement, ce tweet a été coordonné avec Trump, puisque Binyamin Netanyahou, juste après, a remercié très chaleureusement avec effusion Donald Trump pour ce tweet. Donc clairement, ça n'a pas été une initiative, je pense, personnelle de Trump. Je pense que ça a été coordonné entre les deux hommes pour clairement décrédibiliser le procès actuel contre Binyamin Netanyahou pour corruption en Israël. Très rapidement, hier sur notre antenne, invité du Forum Radio J, Bernard-Henri Lévy a dit au micro de Frédéric Aziza que cette ingérence, ça faisait partie des choses qu'il mettait mal à l'aise par rapport aux positions de Donald Trump concernant les Juifs.
Bah écoutez, je rejoins Bernard-Henri Lévy complètement là-dessus. Je pense que l'État d'Israël a été créé justement pour être un État indépendant, avec évidemment des relations très fortes avec les États-Unis. Mais relations fortes ne veut pas dire dépendance et ne veut pas dire soumission. Je pense que le sionisme, ça va en contradiction avec un pays qui dit à Israël quoi faire. Donc en ce sens, c'est quand même assez choquant de voir un président américain, quel qu'il soit, se mêler des affaires intérieures de l'État d'Israël. Je ne pense pas que l'État d'Israël ait été créé pour cela. Merci beaucoup Sébastien Lévy, notre correspondant à New York, qu'on retrouve bien sûr tous les lundis et très régulièrement sur notre antenne. Merci Sébastien, bonne journée. Radio J. Le